Dernier gros sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est la présentation pas de Meta, la présentation que YouTube a fait la semaine dernière avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées spécifiquement pour les créateurs. Eh bien, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de fonctionnalités pour les créateurs. Eh bien, parce qu'elles ont des implications assez intéressantes sur Meta et plus largement, ça relève d'une tendance des réseaux sociaux que je voulais noter. Alors, d'abord, de quoi s'agit-il? Il y a évidemment beaucoup d'IA qui a été injectée dans les outils pour les créateurs, comme par exemple VO3, vous savez, ce moteur qui peut créer des vidéos et du son qui va pouvoir illustrer des vidéos, même vous faire bouger, vous faire des katas, que vous mettez juste une photo et puis il vous fait faire des katas de karaté ou des danses. Bon, ça c'est peut-être un petit peu anecdotique. Il y a des outils d'édition de vidéos par IA, de création de shorts, donc de format court à partir de vidéos longues. Vous lui donnez une vidéo longue et il vous fait automatiquement des vidéos courtes. C'est des outils qui existent déjà en dehors de YouTube, mais c'est intégré donc là à leur boîte à outils. Il y a l'illustration de podcasts audio, donc l'illustration vidéo de podcasts audio. Là encore, ils prennent ce que vous dites dans la discussion et puis ils vous l'illustrent avec de l'IA. Je ne suis pas convaincu que ça sera toujours très cohérent et je suis sûr qu'il y aura des fails retentissants. Mais voilà, ça existera aussi. Il y a un truc qui est un petit peu différent, c'est pour les créateurs, un agent spécialisé qui va analyser vos données, donc vos analytics de YouTube, et qui va vous donner des conseils pour améliorer vos vidéos. Donc ce qui marche pas, ce que vous devriez faire plus, ce que vous devriez faire comment, etc., etc. Il y a également dans le domaine du commerce, donc là c'est plus d'IA qu'on parle, mais des choses intéressantes comme par exemple le fait d'avoir des overlays, donc des sortes de petites fenêtres qui viennent s'afficher au-dessus de la vidéo avec le descriptif ou le nom du produit dont parle le vidéaste ou la vidéaste et un lien vers une boutique. Alors là, évidemment, ça permet beaucoup de choses pour le commerce, d'autant plus que ces outils peuvent être utilisés pour ajouter des liens sur des vidéos qui ont déjà été publiées. Un problème avec YouTube, c'est qu'une fois que la vidéo est publiée, on ne peut plus rien y changer, ou presque. Et là, donc, ça permet d'ajouter une surcouche qui nous permet donc de faire, par exemple, de la pub pour différents annonceurs. C'est pour des produits, mais pas que, pour différents annonceurs, et de vendre des campagnes de pub, même sur des vidéos d'avant, donc de les monétiser différemment. Il y a aussi un système de notification qui va aller notifier des sponsors potentiels des produits dont vous parlez. C'est-à-dire que si vous parlez d'un produit, eh bien, l'analyse pourra aller avertir la société dont vous parlez que vous parlez de son produit. Alors évidemment, ils disent et donc ils pourront vous sponsoriser. Peut-être, ça serait super. Ça connecte les gens avec les gens qui peuvent les financer. Je me demande si ça va pas aussi être utilisé pour dire là, il y a quelqu'un qui parle de vous. Allez voir, on sait jamais. Ça se trouve, il dit des choses qui sont pas bien. Bon, je sais pas. Mais d'une manière générale, il y a aussi des outils pour faciliter l'accès au live, non pas pour les spectateurs, mais pour les créateurs. C'est-à-dire qu'ils veulent encourager le fait de se lancer dans les lives avec des méthodes pour s'entraîner au live sans lancer véritablement le live, ou alors des activités, des petits jeux faciles. Si on n'a pas d'idée à faire en live, là, on peut faire du live quand même avec des petites activités, etc., etc. Et bon, toutes ces annonces, ok, c'est intéressant, sans plus. Le truc qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que, à mon sens, ça illustre une tendance qui s'accélère énormément, qui est que tout est en train de devenir du contenu, vous savez, du content, et que tout le monde doit créer du contenu. C'est un truc qui est en train de transformer, encore plus que ça n'était le cas avant, les médias sociaux en juste médias, qui sont plus tellement sociaux. Alors, il y a toujours eu les algorithmes qui allaient vous présenter des choses, mais là, vraiment, les algorithmes n'ont plus grand-chose à voir avec les gens que vous connaissez ou les gens avec qui vous êtes connectés, ou très, très peu. Et donc, ça devient vraiment des médias. Et même les réseaux ou les endroits où c'est du texte,
ils ont adopté la tendance TikTok et ils vous encouragent à faire du contenu, que ce soit Twitter ou LinkedIn. Tout est du contenu. Tout le monde doit créer du contenu et d'ailleurs tout le monde le fait. Donc pour exister, vous avez besoin de créer du contenu aussi, quoi que vous fassiez, à peu près. Hein. Même sur LinkedIn, il faut être présent, networker, machin, et créer des articles intéressants, créer des analyses dans tous les domaines. Et tout est du contenu. Et pour YouTube, évidemment, ils encouragent tout le monde à venir sur la plateforme. Plus de créateurs, plus de contenu, plus de vues, bah c'est plus de temps passé sur la plateforme et plus de revenus, donc c'est pour ça qu'ils le font, mais tout le monde le fait. Et l'exemple de Twitter est frappant. On ne peut plus aller sur Twitter. Alors, au-delà du fait qu'on a des contenus un petit peu problématiques, il y a des séries, des sortes d'essais littéraires, ou pas forcément littéraires, mais des sortes de comptes rendus de vie qui sont organisés en 5, 10, 20, 30 tweets pour vous raconter un truc. C'est du contenu. Tout est du contenu partout. Et c'est une tendance qui est très claire, à mon sens, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes en ligne. Et je vous avoue que je sais pas si ça m'inquiète, mais en tout cas, ça me fatigue un peu, quoi. Ça me fatigue un peu, je crois qu'on peut le dire. Est-ce que tu m'entends, Patrick? Tout à fait. Non, on m'entend toujours pas. Si, tu je m'entends. t'entends. Alors, déjà, je voudrais dénoncer cette émission qui m'a empêché de critiquer encore plus que je ne voulais le faire Meta parce qu'on m'entendait pas tout à l'heure, mais c'est pas grave. Damned, je suis désolé. Non, je sais pas ce qui s'est passé, c'était peut-être chez moi. En vrai, j'ai vérifié de mon côté, j'ai pas vu, mais peu importe. Et puis, je pense que c'est très bien qu'on ne s'attarde pas plus à critiquer Meta. Et on peut effectivement Tu peux le toucher un faire, mot hein, on est dans un podcast, c'est l'avantage, on a le temps, on n'est pas dans un TikTok, tu vois, on avance, on recule, fait, si tu veux y aller, vas-y. Bien sûr. Non, bah, je pense qu'on a tout dit aussi et le but, c'est pas de prendre trop de temps. D'accord. Mais par contre, non, je voulais quand même souligner le fait que je te rejoignais sur l'enthousiasme de la partie technique parce que moi qui m'essaie à des lives, tu vois, où je fais du montage d'impression 3D, etc., eh ben, avec des lunettes connectées, tu as ça en plus. Je connais une photographe qui fait des mariages. Eh ben, dans le cadre de ses reportages de mariage, elle capte des trucs avec ses lunettes connectées qui sont plus. Donc, il y a plein d'usages privés, pro, et même, tu vois, dans l'environnement des spectacles, des événements physiques, je vois très bien des régisseurs, des personnes qui accompagnent les personnes sur scène, qui ont besoin de ces lunettes avec la conversation WhatsApp à côté, très bien. Mais encore une fois, je voudrais pas me répéter, c'est plus sur les usages publics que ça peut m'interpeller. Sur les médias et sur les plateformes, je pense vraiment que tu as tout dit et c'est des réflexions que je peux avoir aussi à mon niveau à deux titres en tant qu'utilisateur, comme on l'est tous de la tech aujourd'hui, mais aussi en tant que maintenant créateur de contenu pro, parce que j'essaye évidemment de tirer mon épingle du jeu avec un environnement pro et des propositions de valeur là-dedans. Mais j'ai passé plus de 10 ans à voir l'évolution des réseaux sociaux dans une entreprise. J'ai bossé en tant que social media manager pour une boîte, pour plusieurs marques et notamment avec l'évolution des plateformes social media. Et effectivement, ce que tu tires comme conclusion, j'ai un petit peu ce même sentiment et je vois qu'il y a Matt, mon ami, la prof du web, qui est dans la chatroom avec qui on a eu des conversations pas plus tard qu'hier sur ce sujet. Ça devient en fait intenable quand tu veux émerger et ça force en plus à dénaturer le contenu que tu apportes et quelque part l'enjeu est plus d'émerger par rapport à une masse plutôt que d'apporter vraiment de la valeur aux gens. Alors bon, enfin c'est ce vers quoi ça tend et ça tient à chacun d'essayer de faire mieux là-dedans. Mais c'est vrai que c'est une situation qui devient compliquée. Et moi, ce que je retiens aussi par-dessus cette analyse, c'est l'omnipotence de YouTube dans ce domaine, quoi. Tu l'illustres effectivement pour une autre dimension sur Twitter, sur LinkedIn, sur la profusion du contenu, mais spécifiquement sur la vidéo. Aujourd'hui, pour qui veut faire de la vidéo et diffuser du contenu en vidéo, tu ne te poses même pas la question. C'est forcément YouTube, c'est incontournable, c'est une puissance qu'ils ont qui est hallucinante. Et ça s'illustre aussi avec les propositions de services et d'usages pour les créateurs que tu cites, qui sont excellentes. Bon, je mets de côté quand même la création de podcasts audio à base de pages web, là, comme on va pouvoir le faire sur Chrome, sur Android, et puis les éléments que tu as cités tout à l'heure, parce que le podcast, monsieur, ça se fait avec des podcasteurs en viande, ça se fait pas avec des algos. Mais sinon, les services qui sont proposés, ils sont hyper bons, quoi. Mais quelle puissance peut avoir YouTube? Et c'est difficile finalement de les taxer de domination d'un marché. Enfin, en l'état actuel des choses, ça me semble être quand même assez incontournable de considérer que ils ont réussi leur coup et ils sont incontournables, ouais.
Ça, c'est certain, oui. J'ai l'impression que ton micro a un mini faux contact. Ça fait des petits grésillements. Et peut-être que c'est pour ça qu'on t'entendait pas tout à l'heure. Mais c'est le genre de choses, si tu le touches, ça va plus marcher du tout. Donc, faut faire gaffe. Bon, je vais faire attention, ça marche. D'accord, oui, ça continue là, le petit grésillement. Bon, écoute, en tout cas, effectivement, cette tendance, à mon sens, est claire. Euh, et, et c'est, enfin, c'est une piste de réflexion qui va être de plus en plus présente dans les mois à venir, je pense. Et je me demande si le résultat, ça va pas être justement que certains se mettent à délaisser cet afflux. Mhm. Et c'est pas. Je pense que si on dit ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah bah oui, les réseaux sociaux, ça a toujours été comme ça. On a toujours doom scrollé, on a toujours. C'est pas tout à fait la même chose en fait. Je pense qu'il y a véritablement un changement de nature. Le fait que tout le monde se mette à créer du contenu et que tout soit du contenu, c'est pas la même chose que je vais sur Instagram ou sur Twitter pour regarder ce qui se passe et regarder ce que les gens disent. Là, c'est vraiment. J'ai l'impression que la différence entre bah, je vais regarder et c'est du contenu. Le contenu, c'est genre, on te l'injecte dans les yeux, tu vois, c'est plus agressif. C'est genre, il faut que tu lises ce truc, c'est hyper intéressant. Je t'assure, ça, c'est passionnant. Et avec TikTok et le raccourcissement du format et le fait qu'il faille t'accrocher en 2 secondes, c'est Mhm. beaucoup plus anxiogène, je trouve. Pas parce que c'est des infos anxiogènes, mais parce qu'il faut que tu chasses ta petite, ton petit shot de dopamine en permanence. Et ça arrive partout. J'ai écrit un petit article de blog sur mon... Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressorti patrickbeja.com. J'ai écrit un article dessus sur ce sujet, en utilisant l'IA d'ailleurs comme draft, et puis après j'ai tout changé, donc ça n'a plus rien à voir avec le draft, mais c'était intéressant comme expérience. J'ai mis les 2 versions sur le blog. Mais un truc que je dis, c'est que une autre différence, c'est que le contenu réussit à s'insérer, à s'insinuer dans toutes les crevasses de ton temps libre. Si tu as 30 secondes, mais aujourd'hui 30 secondes, c'est énorme. C'est pas juste que tu vas ouvrir Twitter pour regarder ce qui se dit et refermer. Ça, on l'a toujours fait depuis 15 ans. Là, c'est 30 secondes pour consommer du contenu. Va Mhm. consommer du contenu, tu sais. Et le contenu, c'est le terme pour dire bah, des articles, des vidéos, des machins. Même si tu as 30 secondes, c'est largement bon. Tu vas peut-être regarder 3 vidéos TikTok super drôles, super intéressantes en 30 secondes. Donc, je sais pas, c'est une tendance, je sais pas quelle conclusion y amener, parce que je suis pas convaincu que ça soit que négatif, mais c'est une tendance qui est, à mon sens, claire et un peu préoccupante, quoi. Ouais, et ça mériterait aussi d'avoir, l'avis, d'adolescents, je t'entendais parler de ce que tu considérais, en matière de boomer dans l'after show du rendez-vous jeu l'autre jour. Je te rejoins pas mal. Et je trouve qu'il y a aussi des modes de consommation en fonction des tranches d'âge, en fonction des situations de vie qui sont très différents, et effectivement, cet appel à consommer du contenu, elle se sent aussi, parfois auprès de la jeune génération qui paradoxalement me semble moins éclairé au niveau des usages vraiment de ce qu'on peut faire du numérique au sens large, mais qui embrasse des 2 bras cette consommation du contenu. Et pour cause, est-ce qu'on peut vraiment y résister? J'en sais rien. C'est marrant, dans la chatroom, on est en train de discuter avec certains auditeurs et l'idée que c'est le temps qui est devenu le nerf de la guerre. Et Ced répond, au-delà du temps, c'est l'attention. Et c'est marrant parce que dans mon petit article justement que j'évoquais, je parle du web 1.0 que j'appelle l'ère de l'information. Le web 2.0, c'est l'ère de la discussion. Et le 3.0, je propose l'ère du contenu, the era of content, il est en anglais l'article. Et tout à la fin, j'ai mis un petit PS, dans lequel je dis, OK, l'ère du contenu, c'est bien, mais est-ce que ça serait pas peut-être l'ère de l'attention? En plus, c'est cool parce que ça fait information, discussion, attention, tu vois, c'est symétrique. Mais l'ère de l'attention. Et j'aime bien l'ère de l'attention parce que c'est à la fois l'attention qui est devenue la monnaie pour les plateformes parce qu'ils transforment ça en argent, et l'attention, ça fait référence au concept académique de l'attention dans l'IA, puisque l'IA, évidemment, aide beaucoup
à permettre l'augmentation de productivité, la facilité de productivité pour créer tout ce contenu. Donc peut-être l'ère de l'attention aussi. Et Fanny évoque l'idée Attention is everything. C'est Attention is Everything qui était un papier. Ils ont Alors bien c'est aidé. très technique, hein, mais Ouais. c'était très technique. C'est pas notre attention à nous, c'est le terme technique des LLM. Mais... Et Fanny évoque c'était qui le patron de TF1? Son nom me... Voilà, je suis très mauvais en nom de patron de TF1, Tu sais, Patrick. qui disait nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend du temps de cerveau disponible. Et il s'était Ah oui. pris des Patrick Lelay, merci beaucoup. Il s'était pris plus qu'une volée de bois vert. Enfin, ça avait fait scandale alors que c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'ils font. Ouais. Et c'est ce Mm. que fait tout Internet. Donc Et bon. c'est ce qui amène d'ailleurs à avoir des concurrences sur des formats qui sont pas forcément similaires. Je me rappelle aussi à quel point Netflix, quand Disney Plus allait arriver, alors évidemment, il y avait des éléments de communication bien travaillés là-dessus, mais quand Disney Plus allait arriver, ils disaient oh, finalement, nous, notre concurrent principal, c'est pas Disney Plus, c'est Fortnite. Et en fait, c'était marrant de voir qu'on arrivait dans des situations où des jeux, services, des jeux vidéo, certains types de jeux évidemment, sont en concurrence avec des médias. Et effectivement, cette guerre de l'attention, elle se manifeste aussi quand tu vois, là aussi, je le vois au quotidien avec mon ado, qui est capable d'être sur WhatsApp en conversation téléphonique avec ses potes. De l'autre côté, il a lancé Fortnite, il regarde ses skins, il fait ses devoirs en même temps et puis il regarde un stream. Et donc, vraiment, je constate ça assez régulièrement. Je me dis, mais comment tu fais, quoi? Et il y a 4 éléments d'attention là, des éléments d'instantanéité. Bon, enfin, c'est effectivement l'ère de l'attention qui se manifeste à tous les niveaux, je pense. J'ai même pas parlé des autres, effectivement, Netflix et tout le contenu. On pourrait inclure les podcasts là-dedans. Et allez, pour conclure cette petite discussion, pour me faire un tout petit peu... Est-ce que je l'ai ici ? J'ai changé donc pour me faire un tout petit peu, pour inviter ici celui qu'on connaît en tant que... Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que quand je parle, je l'évoque de temps en temps dans l'émission, d'augmentation de productivité, en fait, c'est ce qui mène à ce surplus de contenu, cette surabondance du contenu, c'est le fait que on vit dans un monde tellement merveilleux, tellement incroyable, tellement plein de possibilités, que n'importe qui peut devenir créateur. C'est ça, en fait, la cause. Tu vois, c'est que c'est tellement facile de prendre ton idée et ça offre à tellement de gens, à tout le monde, la possibilité de s'exprimer artistiquement, d'exprimer sa créativité, d'exprimer ce qu'il est, qu'on a tout ce contenu. Donc, il ne faut pas oublier le fait que ce n'est pas un phénomène qui est intrinsèquement maléfique, tu vois, c'est pas genre oh regarde et regarder ça de l'extérieur et dire on nous bombarde de contenu, on nous abrutit, on nous machin. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça. C'est aussi que la raison pour laquelle tout ça est possible, c'est que il y a 20 ans, produire une vidéo, ça coûtait 500 000 €. Aujourd'hui, ça coûte le prix d'un téléphone. Et ouais, c'est ça qui change tout, quoi. Et il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que c'est une conséquence de quelque chose de merveilleux qui s'est passé ces 20 dernières années.